De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir, nous recevons Gérald de Bougré, promoteur et inventeur. Bonsoir Monsieur Bougré. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Monsieur Bougré qui, depuis plusieurs années maintenant, effectivement, sensibilise la Guadeloupe, non seulement à l'énergie géothermique avec la centrale de Bouillante, mais aussi à la production future d'hydrogène vert ici en Guadeloupe. Il se bat effectivement pour la mise en place du projet Keneres, on en parlera ce soir. Et d'ailleurs, vous avez des administrateurs à vous sur le plateau. Nous avons donc Tony Félix, administrateur de la société coopérative Kerenes, et nous avons aussi Jacques Gottin, qui est docteur en sciences sociales et membre de Keneres. Bonsoir messieurs. Bonsoir Harold, bonsoir les internautes. Bonsoir. Vous nous parlerez effectivement de votre choix de vous embarquer finalement dans ce projet. J'aimerais quand même qu'on fasse une petite mise à jour avec Monsieur Bougré. On a eu l'occasion de communiquer, je crois que c'était il y a 3 ans de ça, un peu avant le départ de Kalala, puisque ce projet vous tenait particulièrement à cœur et vous tient particulièrement à cœur depuis... ça doit faire un bon 15 ans, j'imagine, que vous essayez de communiquer dessus. Les médias comme nous, on a pris du temps à réagir. Les politiques ont pris encore plus de temps à réagir. Maintenant, on entend une émulation autour de la géothermie, autour de l'hydrogène. On y est, monsieur? Tout à fait. Nous y sommes. C'est l'heure de l'hydrogène. Eh oui, c'est avant la fusion nucléaire. Parce que la fusion viendra le moment venu, mais en attendant, on a fait le travail, enfin, des Guadeloupéens, dont moi, et des Guadeloupéens d'exception, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous pouvez apprendre à connaître, des gens qui ont fait qui ont réussi des choses extraordinaires, comme dans le sport avec Teddy Riner et autres. Dans le domaine industriel, il y a des Guadeloupéens, des ingénieurs de très très haute volée, qui ont fait des choses que vous n'imaginez même pas dans le monde entier, de manière industrielle, et dans le monde de la finance. Mais encore faut-il qu'ils les mettent à profit pour la Guadeloupe. C'est ce qu'ils sont en train de faire au travers du projet UGA Geo4G.H2, une Guadeloupe d'avance géothermie de 4e génération et hydrogène, pour l'histoire, qui a été déposée le 31 mai 2022 à la préfecture de Guadeloupe et à l'Adréal, qui a été ensuite analysé, instruit pour qu'on puisse me recevoir le 17 novembre 2022 par le chef de mission du Fonds vert et de France 2030, qui a jugé que la teneur du projet UGA Geo4G.H2 et ses sous-ensembles, permettant à la Guadeloupe de sortir de la misère sociale et tout le reste dont je vous avais parlé à plusieurs reprises, était éligible au fonds en question par ailleurs. C'est un monsieur qui s'appelle M. Philippe Poitiot, donc qui enregistre tous les projets qui sont porteurs et qui doivent permettre d'introduire ce qu'on appelle aujourd'hui, après la LTCEV, la transition et croissance verte, la transition énergétique, écologique et économie circulaire. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de projets que l'État sélectionne sous des intitulés programmes territoire d'industrie d'un côté, où on a le projet dont je viens de vous parler, qui est instruit, qui est analysé, etc. On a rencontré les financeurs qui vont bien. Et donc là, on parle de la création d'une nouvelle centrale de géothermie en Guadeloupe. Tout à fait. De plusieurs autres centrales de géothermie en Guadeloupe et d'une station de transfert d'énergie par pompage. Tout ce que notre réseau électrique aime est adapté pour fonctionner. Tout le reste, c'est... On rajoute du stockage, on rajoute plein de choses. Mais la géothermie, facteur de charge scientifiquement prouvé, 98%. Ça veut dire que toute l'année, 8740 heures, sauf quand il faut la partie maintenance, ça produit. Et ça produit de manière stable. Parce que vous avez toujours tenu ce discours, effectivement, qu'on était en capacité non seulement d'alimenter toute la Guadeloupe, mais à terme peut-être d'alimenter d'autres pays de la Caraïbe aussi, qu'on avait un très fort potentiel, pour l'instant que l'activité était concentrée sur Bouillante, mais qu'il y avait moyen d'implanter d'autres usines. Et j'ai beaucoup pensé à vous quand on a fait un reportage d'ailleurs sur Bouillante, quand le directeur nous a dit qu'effectivement les Guadeloupéens devraient s'intéresser à cette source d'énergie et commencer effectivement à mettre en place leur usine. Voilà, eh ben nous on a anticipé là-dessus depuis bien longtemps. Et surtout que, quand je dis ça, le BRGM a fait des études depuis 1962 pour situer les cibles qui seraient les plus intéressantes à exploiter, depuis 1962, et c'est sélectionné. Il y en a un certain nombre, ce qui me fait parler de triangle d'or de la Guadeloupe. Quand vous prenez Vieux Habitants, Bouillante, vous tirez un trait, vous passez par la Soufrière, etc., vous descendez jusqu'à Marie-Galante, vous retirez un trait, terre de haut, terre de bas, et vous remontez. À l'intérieur de tout ça, il y a des potentiels super intéressants, géothermie haute enthalpie. Ce que je dis encore une fois est adapté au fonctionnement de notre réseau électrique. Tout le reste, c'est...
Alors, il faut rajouter du stockage, du machin, qui coûte très cher. Et en plus, le fait de pouvoir utiliser la géothermie haute enthalpie dans ce cadre-là, okay, c'est l'un des moyens les moins chers. Ça revient moins cher que tout le reste. Hein. Et, donc en termes de production, serait très concurrentiel. Et attendez, ce que beaucoup de gens ne savent pas ou ont ignoré, ont oublié, c'est qu'EDF, pendant qu'ils rachetaient géothermie bouillante, même si on avait fait ce qu'il fallait à Bruxelles, je vous l'avais dit, nous, on a continué de faire instruire pour les dossiers, parce que pour pouvoir injecter de l'électricité sur le réseau, vous êtes obligé de respecter des référentiels techniques. Et ils avaient respecté les référentiels techniques, et avec la CRE, ils ont des tableaux Excel qui font tourner avec les données. Et quand ils ont sorti, ils ont fait tourner 4-5 fois le truc, et à chaque fois, on ressortait avec un prix de revient du mégawattheure compris entre 45 et 55 euros. Du jamais vu. Et ils m'ont dit, M. Bougré, il a d'ailleurs rédigé une lettre d'intérêt, n'importe quel endroit où vous irez pour exploiter cette techno, prévenez-nous, on viendra voir si on peut faire affaire ensemble. Donc dans les 50 euros le mégawattheure. Le prix de revient. Ici, c'est 250-300 hein, avec les turbines à combustion et le moteur diesel. Hein. Et quand on fait la péréquation tarifaire, ça revient un peu moins, c'est ça? Quand on fait la péréquation tarifaire, c'est une autre dimension. On arrive à faire en sorte que ce qui coûte très cher aujourd'hui apparaît comme n'étant ne pas cher. Mais sur le marché, ça reste quand même cher dans tous les cas. Donc quelqu'un paye, quelqu'un avance les fonds dans tous les cas. Et je vous l'avais dit à l'époque, Monsieur le Président de la République avait sorti un rapport 2017 M015 qui disait que la péréquation tarifaire CSPE ou maintenant la TIFCE, eh ben, au final du final, même s'il y a 1 ou 2 ans ça a fonctionné d'une certaine manière, ça coûtait très cher à l'État. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, solennellement, aux fameux députés, machin, tout, etc., qu'il faudrait voir dans quelle mesure on peut sortir un décret ou quelque chose, même à constitutionnaliser la péréquation tarifaire pour les Outre-mer, de manière à ce que, jusqu'à ce que la Guadeloupe puisse sécuriser son avenir énergétique. Parce que s'il y en a un qui arrive au pouvoir là et puis qui dit, bon, la Guadeloupe, la Martinique, ça nous cause des problèmes à gauche, à droite, machin, on vous laisse les centrales, on est mort. Hein. Je vous le dis, Harold. Mais, vous savez, j'ai beaucoup pensé à vous. De manière à chaque fois épisodique, hein, mais c'est vrai que comme l'actualité nous ramène souvent au problème d'énergie, puisque ça reste, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais l'énergie, effectivement, pour moi, c'est aussi un des nerfs de toutes les guerres. Et avec le conflit qu'il y a à EDF en ce moment et les coupures d'électricité, je me suis plongé justement dans l'histoire de l'électrification de Guadeloupe. Et comme je sais que vous y en êtes pour beaucoup, après effectivement la nationalisation d'EDF, donc ce n'était pas EDF d'ailleurs à l'époque, c'était une autre société guadeloupéenne qui gérait. Ça s'appelait l'Aspedeg. L'Aspedeg, exactement. Mais je suis remonté à Ancelin, en fait. Donc, le tout début de l'électrification de Guadeloupe. Et le principe, c'est qu'on a un homme, en fait, donc un particulier, donc c'était un blanc qui faisait partie de la bourgeoisie guadeloupéenne, qui a décidé un jour d'installer finalement une usine à Basse-Terre, puis 2 autres usines ici en Guadeloupe. C'est comme pour l'eau. On croit qu'il y a des choses qui ont été faites pour les réseaux pour les Guadeloupéens. En fait, c'est faux. L'eau, c'était d'Arboussier. Vous demandez au professeur Calixto Ziris, il va vous expliquer. Et c'est normal que vous ayez des problèmes. Ça n'a pas été conçu comme un réseau. En fait, voilà, ça n'a pas été pensé global à la base. Systémique. Donc, on a eu Ancelin qui a eu la concession pendant 40 ans sur 3 des communes. Mais c'était les premiers outils de production électrique. Donc finalement, les municipalités étaient dépendantes de cette énergie. Finalement, les intérêts privés ont pris le dessus. Ils ont commencé un petit peu à beaucoup arnaquer finalement les collectivités. J'ai vu que, comment il s'appelle Pravaz. Pravaz est rentré dans la danse. Vous avez bien appris votre leçon. Oui, bah, c'était très intéressant. Super. En fait, parce que on comprend finalement comment dire ça gentiment? La mécanique qui a permis de faire en sorte qu'on est là aujourd'hui. En fait, et pour tous les secteurs de la vie sociétale guadeloupéenne. Donc ça s'est construit de manière très bancale, où on avait des intérêts privés qui faisaient n'importe quoi, et l'État qui devait toujours renflouer et venir rattraper un peu la situation derrière. Et donc on a eu un réseau qui était complètement détricoté, et qui nous cause aussi encore des problèmes jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est là où je pensais à vous. Bienvenue au club. Mais en fait, il faut penser à cela, puisque si ces outils industriels
deviennent obsolètes comme il fut un temps dans les années 60 où il y avait beaucoup de coupures d'électricité, parce que l'État ne faisait pas le travail et que les privés ne faisaient pas le travail non plus. C'est vrai que si on n'a pas de source d'énergie propre, on est mort. On est mort, en fait, concrètement. Oui, j'entends des gens parler de plein de choses, mais bon, à part la santé, mais même la santé, si vos appareils, vos équipements, ils n'ont pas d'énergie... Mais il n'y a pas d'hôpitaux sans électricité, c'est terminé. Voilà. On ne peut plus rien faire sans électricité. Et c'est là où, effectivement, le projet de géothermie m'est encore revenu en pleine face, puisqu'il nous faut pouvoir avoir une énergie viable, constante. Vous nous disiez que la géothermie, c'est l'une des seules énergies qui est constante. Donc, il n'y a pas trop de variations. Etc. Qui pose beaucoup de problèmes au niveau du réseau tel qu'on le connaît en zone non interconnectée. Parce que les variations de tension, c'est ceux qui abîment aussi beaucoup le réseau. Oui. D'ailleurs, les électrolyseurs pour produire l'hydrogène, ils sont en train de souffrir. Alors, on vous parle d'énergie verte, machin, etc. Non, c'est produit par le solaire photovoltaïque et l'éolien, l'électricité pour faire l'électrolyse. Et comme là encore, c'est pas encore bien tenu, eh ben, les électrolyseurs ont des gros soucis. En Chine, ils ont des gros problèmes avec ça. Donc il faut avoir peut-être une longueur d'avance, regarder un peu là où les autres sont pêchés. C'est bien pour ça que ça s'appelle une Guadeloupe d'avance. Bien vu. Mais dans tous les cas, là où je voulais en venir avec la population, c'est que quand on regarde un peu votre projet, c'est ce que vous dites, c'est aux Guadeloupéens, possédez vos usines. Ah oui. Possédez vos usines de production énergétique. À la base, c'est clair, ça a été conçu, pensé comme ça. Sinon, j'aurais pu monter une boîte, machin, faire comme j'ai l'habitude de faire. Et au revoir. Parce qu'on a un certain détachement, comme on a beaucoup vu la nationalisation de certains services publics. Pour la population, ça reste des projets qui devraient rester effectivement dans le cadre étatique, en fait. Ils ne se voient pas peut-être acquéreurs ou actionnaires d'une centrale électrique, alors que Bouillante a été vendue à des intérêts privés. D'accord. Non, Bouillante, c'est un cas exceptionnel. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que même la législation en termes de création d'entreprise, elle a évolué. Avant, vous aviez des coopératives, ça existe depuis très longtemps. Maintenant, il y a des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et il y a des milliers de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont basées sur, par exemple, le fait de produire de l'électricité, de produire un certain nombre d'autres choses, parce que les citoyens s'engagent. Et comme l'État a vu qu'il y a de plus en plus de citoyens qui s'engagent, ils ont créé des types de structures qui sont faites pour porter ce type de projet. Et nous, moi, dès le départ, je dis, bon, on va voir coopérative, puis entre-temps, coopérative d'intérêt collectif existe, fonctionne. Tu tapes énergie partagée sur Google ou n'importe quel moteur de recherche. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et en plus, leur durée de vie est supérieure à celle des... le taux de mortalité ou tout comme ça est supérieur à celle des entreprises traditionnelles. Ben oui, parce que comme les gens, ils savent qu'ils s'engagent pour une cause noble, avec tout ce qu'on connaît comme les problématiques de changement climatique, etc., le message, il passe autrement, la gestion passe autrement, le fonctionnement passe autrement, et ainsi de suite. Et nous, on a été beaucoup plus loin que ça, puisque on utilise les moyens qui vont bien, mais en même temps, on connaît tous les problèmes de la Guadeloupe. La misère sociale, le chômage, le machin, dont tout le monde parle à longueur de journée, tout le monde vient par personne interposée, il y a des problèmes en Guadeloupe, il y a des problèmes en Guadeloupe. Moi, j'ai jamais vu une émission où on dit, il y a tel problème, voilà la solution. Nous, on l'a fait, on a un plan de développement de la Guadeloupe basé sur le fait, on commence d'abord par avoir nos fonds propres, et lorsqu'on a nos fonds propres, qu'on les a identifiés, qualifiés, etc., on peut se permettre de rentrer dans d'autres schémas à notre niveau, sur d'autres bases. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Bon, c'est quand même... Moi, je tiens à le rappeler aux téléspectateurs. Par exemple, vous avez pris en contact avec moi, c'était il y a plus de 10 ans, pour parler déjà de ce projet-là. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas été réceptif tout de suite à ce projet. Ah si, vous l'avez été. Moi, j'ai pris quand même quelques petites années avant de vous recevoir. Non, vous êtes le premier. Oui, j'étais le premier, mais je vous le dis. Vous m'aviez envoyé des mails, après j'ai été regarder, en fait, et vous nous aviez déjà envoyé des mails plusieurs années en amont. Ah, d'accord. Où vous nous parliez déjà de géothermie et de ce qui allait se passer par la suite. Mais c'est vrai que c'était beaucoup technique, parce que vous êtes quelqu'un de très pointu, de très technique, et c'est vrai que j'ai pas fait peut-être attention. C'est les jeunes Guadeloupéens. C'est vrai que vous nous parlez beaucoup aussi de ces jeunes qui seraient derrière le projet. Vous m'aviez même dit à une époque, mais M. Bougré, mais tout le monde a peur de ces gens-là, de ces surdiplômés et tout. Vous n'avez pas peur. Mais il faut pouvoir les rémunérer aussi, hein, quand on les fait travailler pour nous. Il faut pouvoir les rémunérer. Non, il y en a qui connaissent comment le business fonctionne, comment on démarre, sur quelle base les choses se font, etc., parce qu'ils ont l'habitude.
Et ils acceptent. Ça c'est une très belle surprise que j'ai eue. Je vous enverrai un jour, de la part de Joël Gamiette, notre administrateur. On s'est arrangé parce que sur Change.org, on a mis en place quelque chose qu'on appelle pétition information. Mais c'est surtout quelque chose qui permettait de recueillir des avis des gens sur la base du projet. Il y en a de partout. Des Guadeloupéens de partout, en Afrique, aux États-Unis, au Japon, en Australie, etc., etc. Comme vous l'imaginez jamais. Et ça prouve qu'il y a une capacité guadeloupéenne. Comme je vous dis, au niveau du sport, il y a des choses qui se font. Bon, ça c'est déjà fait, mais il nous faut d'autres domaines. En industrie, par ailleurs, je vous dis, en industrie, les problèmes d'eau, ces mecs-là, ils disent, il n'y a pas de problème d'eau en Guadeloupe. On n'a pas de problème de ressources, donc concrètement il n'y a pas de problème, c'est un faux problème puisque c'est du réseau qu'on doit réparer, des usines. Et puis avoir un petit peu de sous, ne pas prendre un truc qui est endetté et puis rentrer dans des schémas qu'il faut. Oui, mais on en revient au fonctionnement des services publics ici en Guadeloupe, où on peut même citer à peu près des étapes. On va créer le service public, on va laisser creuser un déficit. Après, il faudra effectivement, on devra faire face au mécontentement de la population. Donc, on va désigner un coupable, on va liquider le service public et on va refaire un service public quasiment identique, mais avec un autre nom. Grosso modo, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et en général, quand il y a reprise, il y a toujours de grosses ardoises qui sont là. Mais il y a des techniques pour ne pas profiter des grandes ardoises. C'est ce que je ne comprends pas. L'État a des sociétés qu'elle a montées à une époque qui à un moment donné, les marchés ne sont plus là, ils ont des dettes. Mais il y a des manières d'aller caler, de prendre la dette et de la faire porter par une société lambda. Visiblement, ici, c'est assez problématique. En tout cas, on a toujours des problèmes d'approvisionnement en eau. Nous avons sur le plateau, par exemple, M. Tony Félix, qui est administrateur au sein de Kernes. Pourquoi avoir effectivement choisi d'adhérer au projet de M. Bougré ? Alors, rebonsoir. Avant de répondre, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet le fait d'être acteur, de ne pas forcément attendre et d'arrêter de croire que c'est l'EDF, ce sont ces entités-là, c'est des entités publiques qui amènent à toujours faire ce boulot-là. Juste pour compléter ce qu'a dit à l'instant M. Bougré, en 2007, le marché de l'électricité est ouvert. Donc, appartient à celui qui a la capacité de faire ou ne pas faire. C'est pas une question de... Et là, on n'est pas dans une question... je vais crisper certains camarades, mais c'est pas une question de statut à ce moment-là. On peut faire. Si en Hexagone, en France, il existe des privés qui distribuent de l'électricité sur le réseau et qui ne sont pas de EDF. Ils portent ce sont des sociétés privées et ils font le job. Rien ne nous empêche à nous, depuis 2007 en fait, de pouvoir le faire. Et le projet de... Voilà, justement, j'y réponds. La réponse, elle est déjà dans ce que je viens de vous dire en introduction. C'est que, voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ça. C'est que dans ce projet-là, en fait, on devient enfin acteur. On n'est plus spectateur. On n'est pas là à demander et à se plaindre à chaque fois que, les autres, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Nous, c'est à nous de faire à présent. À présent qu'on sait, on doit faire. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que tout est une question de marché. C'est la raison économique qui l'emporte, tout est une question de marché. Là où il y a marché, il y a des euros à faire. Et là où il y a des euros à faire, on aura de grosses sociétés qui seront là pour effectivement capter les fonds. Mais ces mêmes fonds peuvent être captés par des sociétés coopératives, en fait, qui font exactement le même job et qui, à la limite, peut-être fourniront l'électricité à un prix moindre, puisqu'elles ne sont pas dans une optique, effectivement, purement mercantile. Mais ça encore, il faut que tout le monde puisse l'entendre. Voilà, c'est ça. Et vous, Monsieur Jackie Gottin, pourquoi avez-vous accepté de participer au projet ? Alors, participer au projet, parce que c'est un projet guadeloupéen, porté par des Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens. Et mon étonnement, c'est que le Guadeloupéen est le seul, je dis bien, à ne pas savoir qu'il a un trésor dans son sous-sol. Les Américains le savent, les Canadiens le savent, les Israéliens le savent, mais le Guadeloupéen, il ne veut pas le savoir. Alors, mon rôle, en tant que sociologue, c'est d'aller justement vers la population et expliquer quel intérêt elle a à prendre part à ce projet-là, parce que c'est son projet. C'est le projet des Guadeloupéens, porté par des Guadeloupéens. Donc,
il est normal que le Guadeloupéen s'inscrive, prenne part, s'approprie ce projet-là. Et c'est en cela que moi, je sensibilise à mon humble niveau à ce que chaque Guadeloupéen puisse se sentir concerné par cette affaire-là, prenne sa part. Alors, selon vous, pourquoi, effectivement, il n'y a pas une volonté, effectivement, de tendre vers ce genre de projet? Pourquoi les gens sont un peu aussi réticents à prendre en main, justement, par exemple, l'alimentation électrique de Guadeloupe? Alors, je crois que nous avons été formatés d'une certaine manière. Et les gens ont peur de l'innovation. Ils ont peur de sortir du schéma connu, du schéma habituel. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que les gens adoptent un nouveau paradigme de pensée, sortent de leur formatage, je dirais, et apprennent à se prendre en charge, à réfléchir déjà par eux-mêmes, et à se prendre en charge, et à adopter les bons gestes, les bons réflexes. Aujourd'hui, le Guadeloupéen, il doit se dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans mon pays. Il est normal que je prenne part, je m'inscrive dans cette dynamique. En général, on rate le coche. On l'a vu sur la centrale de Bouillante. Très peu de Guadeloupéens ont investi. On risque de rester sur le quai. Et c'est ce qui est dommage. Moi, je dis, aujourd'hui, on parle de la vie chère, c'est l'actualité. Oui, la vie est chère. En matière de gestion, il y a deux colonnes. Il y a une colonne dépenses, charges, et il y a une colonne recettes, produits. OK, la vie chère, ça fait partie des charges. Mais en produits, nous avons quoi? Ce projet nous donne la possibilité de remplir la colonne produits. Donc, nous pourrons mettre en balance et les choses seront moins chères. Encore faut-il voir le trésor. Mais sincèrement, je n'ai pas l'impression que les gens le voient. Voilà, prendre conscience qu'on a ça dans notre sous-sol, c'est un trésor, on marche dessus, c'est bitable. Alors non, c'est bitable d'abord. Alors c'est comme si on rentrait chez vous, dans votre cuisine, vous avez un gâteau que vous avez fait pour vos enfants, et quelqu'un rentre, ouvre la porte et prend le gâteau. Vous allez faire quoi? Mais visiblement rien. moi je suis pragmatique, je regarde. Dans l'état actuel des choses, on peut le penser. Moi, ce que je demande aux Guadeloupéens, c'est de réagir, de saisir l'opportunité, l'unique opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour sortir dans la léthargie que se trouve la Guadeloupe. C'est ce que je demande à tout un chacun. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau pour parler effectivement de cette société coopérative qui veut tendre à fournir la Guadeloupe en électricité. Il s'agit de Kernes. On revient après la pub.